Bonjour Oh, Philippe, comment allez-vous? Ça va? bien vous-même. Ça va bien. Merci beaucoup. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Ben, pareillement, merci beaucoup. C'est très gentil. Ouais. Et merci pour prendre le temps Oui. de partager votre histoire avec nous. Ben, avec plaisir. Ben, un grand merci déjà à vous de faire tout ce que vous faites à propos des gens qui bégayent. Euh, c'est vraiment bien. Pendant longtemps, j'ai bégayé beaucoup. Puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais donc, je suis aussi sensibilisé à, à, à cette grande famille des gens qui souffrent du bégaiement ou qui sont concernés par le bégaiement. Et donc, si je peux aider un peu, je suis content. Oui, c'est parfait. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter et nous dire ce que vous faites dans la vie? Avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle euh, Philippe Narbel et puis j'ai 44 ans, je vis en Suisse. Et puis, je suis marié, j'ai 4 enfants et puis beaucoup de travail. Et puis, J'imagine. il y a à 30 ans, donc à l'âge de 30 ans, j'ai recommencé un apprentissage en tant qu'horloger. Donc, je fais des montres. Et puis, pendant longtemps, j'ai travaillé dans une entreprise. J'avais un employeur. C'était une grande manufacture horlogère ici à la Vallée de Joux, une, une- une grande marque de très, très haut de gamme. Et puis, il y a 7 ans, j'ai créé une première entreprise de sous-traitance où, puis, ben, en fin de compte, mon ancien employeur est devenu mon gros client, mon premier gros client. Et donc là, puis ben, j'ai commencé tout seul dans un garage. Et puis petit à petit, ça a grandi. Puis là, on est 8. Euh, et puis, il y a une année et demie, j'ai engagé un directeur à propos de cette entreprise parce que moi, je suis plus un créatif qui crée des choses et pas toujours très bien organisé dans ma tête. Et puis, j'avais un autre projet parce que cette première entreprise, c'est de la sous-traitance. Donc, c'est des marques qui nous envoient du travail et puis on renvoie les pièces. Et là, j'avais une idée à propos d'une marque de montre à mon nom. Et donc, j'ai créé une autre société avec des partenaires à propos de cette marque de montre à mon nom. Et ça, c'est tout récent. C'était depuis le mois de juin passé. Et donc là, maintenant, en fin de compte, bah, mon nouvel employeur, c'est cette nouvelle société. Donc là, je suis en train de créer une marque de montre à mon nom, à un positionnement très haut de gamme où un certain nombre de choses sont faites à la main, sont décorées à la main, sont assemblées à la main. On est à mi-chemin entre l'art contemporain et puis bah, l'horlogerie très, très haut de gamme. Alors voilà, c'est un peu mon activité actuellement. Ça, c'est très cool, hein? Oui, c'est cool. Oui, oui, j'adore ça. Il y a beaucoup de défis. Là, quand j'en parle, je parle des bons côtés, mais il y a aussi des côtés plus difficiles. Il y a un ascenseur émotionnel. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très émotif, alors je fais un peu l'ascenseur des fois. Et dans mon cœur, ça monte, ça descend, mais c'est des super projets et je me sens très privilégié d'être, de faire ce que je suis en train de faire. Et quelle est la partie la plus intéressante de votre travail et pourquoi alors? Alors, c'est une bonne question. En premier, j'étais bijoutier. Mon premier métier, c'était bijoutier. Et après, j'ai appris le métier d'horloger. Et quand j'étais bijoutier, ce qui était génial, c'était de discuter avec des clients qui venaient pour des alliances parce qu'ils allaient se marier. Et puis, on dessinait ensemble les pièces uniques qui allaient devenir leurs alliances. Et maintenant, en tant qu'horloger, c'est la même chose. Le meilleur côté du travail, c'est quand on est en relation directe avec le client final.
parce que quand je travaillais en sous-traitance, on n'a jamais le client final en face de soi. On travaille pour une marque, mais le client final, on ne le voit jamais. Et là, maintenant, c'est pour ma marque que je travaille, c'est pour mes propres montres. Puis là, il y a 2 semaines, on a eu des visites. C'était des collectionneurs américains qui sont venus à la maison, ils sont venus à l'atelier, puis montrer mon travail, on a discuté. C'est très intime, c'est des relations très intimes. Et avoir cette possibilité-là en tant qu'horloger, c'est très rare et c'est magnifique. C'est de voir les étoiles dans les yeux des clients, c'est d'avoir un contact direct avec le client final. Ça, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir. Vous avez parlé de ces contacts avec les gens, oui? Oui. Pour vous, qu'est-ce que sont les défis de le bégaiement quand vous parlez avec des clients? À présent, mon élocution va mieux qu'avant, donc c'est plus facile maintenant. Mais pourtant, maintenant, je bégaye encore un peu de temps en temps. En français, peu, en anglais, un peu plus. Et parfois, je dois parler anglais, donc là, je cherche un peu mes mots, c'est plus difficile. Mais dans les deux cas, on va dire que à présent, quand je bégaye, je m'en fiche. Enfin, j'essaye de m'en ficher. C'est que j'essaye de leur. Moi, je parle avec mon cœur. Je parle avec mon cœur, je parle avec mes tripes, et j'essaye de parler en fait au cœur des gens. Et il y a un contact qui se crée où au final on oublie si je bégaye ou pas. Après le bégaiement, il passe en arrière-plan. Alors ça devient assez facile parce que de un, je suis quelqu'un de passionné qui parle facilement de son travail. J'ai beaucoup de choses à dire sur mon travail. Et puis petit à petit, le bégaiement, il passe derrière. Et puis les gens s'en fichent quand ils sentent que vous avez quelque chose à raconter d'intéressant. Si vous bégayez ou pas, ils s'en fichent parce qu'ils vous écoutent. Avez-vous toujours ce que vous voulez être entrepreneur? Et, Non, pas. et le bégaiement a-t-il de quelque manière un impact sur votre choix de carrière? Alors, je suis obligé de dire que non, je n'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. C'est venu par la suite, comme ça. Et à propos, est-ce que le bégaiement a eu un impact sur ma vie professionnelle? Oui. Euh, Parce que quand j'avais 17 ans, mon rêve, c'était de devenir un photographe. C'était photographe que je voulais faire. Et puis, j'ai recherché une place d'apprentissage parce que j'avais du talent, j'avais fait une école d'art, enfin, ça s'était bien passé. Et puis, un patron, une entreprise, j'ai fait un stage. Et puis, ils m'ont dit très clairement, si vous bégayez pas, on vous aurait pris. Mais ils m'ont pas engagé parce que je bégayais vraiment beaucoup. Mais c'est parce qu'ils voulaient que j'aille prendre les rendez-vous au téléphone, aller chercher les cafés, enfin, faire plein de choses. Et au final, ben, je n'ai pas fait photographe. J'ai commencé un autre apprentissage que je n'ai pas terminé. Mais ça n'a rien à voir avec le bégaiement. Et puis, à 20 ans, au final, j'ai commencé la bijouterie. En fait, à 20 ans, à cause du bégaiement ou pas, je ne sais pas. Mais en fait, à 20 ans, j'avais zéro diplôme. Pas de diplôme, j'avais rien. Parce que j'avais rien terminé. J'avais commencé quelque chose et j'ai pas terminé. Et à 20 ans, j'ai commencé la bijouterie, à faire des bijoux, mais en autodidacte, sans avoir fait une école. Et là, naturellement, je me suis mis à mon compte. J'ai créé mon propre atelier, mais parce que j'avais pas d'autres possibilités. C'était pas un projet en soi, mais ça c'est la vie qui m'a présenté ça. Et mon rêve, c'était de faire de la bijouterie maintenant pour toute ma vie. Et à 29 ans, j'ai vu que c'était pas assez pour faire vivre ma famille. Je gagnais pas assez d'argent pour que ma famille puisse vivre. Et donc, à 29 ans, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et, et tiens, je pourrais faire horloger. Je pourrais apprendre un nouveau métier, le métier d'horloger.
mais j'avais jamais rêvé d'être horloger. Et ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise en tant qu'horloger. Et là, je ne pensais pas que j'allais créer une entreprise. Mais c'était une grosse entreprise. Et j'ai vu, au bout d'un moment, et là, on revient au bégaiement, que le bégaiement, dans cette entreprise-là, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de gens qui postulaient quand il y avait des postes intéressants, j'ai eu l'impression que mon bégaiement n'allait pas aider à ce que je puisse évoluer dans l'entreprise. Alors, c'est là que je me suis dit, ben, plutôt que de rester là, je vais créer ma propre opportunité. C'était parce que je ne me voyais pas avoir des possibilités au sein de cette entreprise que je me suis dit, bah, OK, je vais créer ma propre entreprise. Mais là, je bégayais encore beaucoup. Et c'est parce que je savais que dans le cadre de ma propre entreprise, je serais appelé à parler que j'ai repris contact avec une logopédiste, avec une thérapeute, il y a 7 ans. Et on a commencé un travail et ça m'a beaucoup aidé. Et puis petit à petit, alors ça c'est une longue histoire, mais petit à petit le bégaiement, il s'en est allé gentiment. Mais et donc moi, j'ai jamais rêvé d'être entrepreneur, mais j'ai découvert petit à petit que je suis entrepreneur et que c'est dans ma nature. Je ne pourrais pas faire autrement. Je pourrais pas retravailler pour quelqu'un. J'ai pris goût, j'ai ça dans le sang, j'ai vite la tête qui dépasse un peu, j'ai vite beaucoup d'idées. Et dans mon cas, le meilleur moyen, c'est ma propre opportunité de travail et créer ma propre entreprise. Ça, c'est très intéressant. Et vous avez parlé Oui. de que l'orthophoniste vous aidait beaucoup. Oui. Et vous avez quelques techniques spécifiques qui vous aident pour le bégaiement ou... Alors, si j'ose, en fait, il y a deux histoires. C'est qu'il y a 7 ans, je suis allé vers la logopédiste, près de l'orthophoniste, parce que j'avais un important rendez-vous, c'était 2 mois après, où je savais que je devrais parler. Et j'avais peur. Donc, je suis allé auprès de cet orthophoniste, mais un petit peu dans l'idée, écoutez, il faut me guérir très vite, parce que j'ai un grand rendez-vous. Et puis, il m'a dit, mais c'est pas possible hein, de guérir très vite. Donc, et donc, on a commencé un travail. Et puis, après, ma femme, à la même période, en fait, on attendait notre bébé. Et puis, après l'arrivée du bébé, j'avais dit que j'arrêterais l'orthophonie parce que ça me prenait beaucoup de temps. Donc, j'ai fait 3 mois avec cette personne à travailler. Et puis, ça m'a aidé un peu. Et là, ce qui était intéressant à cette époque-là, c'est qu'elle m'a expliqué qu'est-ce qui se passait quand le son ne sort pas. Qu'est-ce qui se passe avec la langue qui est bloquée contre le palais, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de souffle, s'il n'y a plus d'air qui sort de la bouche, il ne peut pas y avoir de son. Alors, enfin, en fait, elle m'a expliqué un peu mécaniquement comment le son se crée. Et elle m'a aidé à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire quand on est bloqué. Parce que moi, très souvent, j'étais bloqué. Il n'y avait plus un son qui sortait. Et puis, je faisais des grimaces avec mon visage parce que le son était bloqué. Donc, elle m'a expliqué, elle a commencé à m'apprendre comment faire quand je suis dans cette situation-là. Pour calmer, puis mécaniquement dans la bouche, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait de l'air qui sorte et que le son puisse encore sortir. Donc, on a commencé des explications techniques sur la gorge, la bouche, comment ça se passe. Et puis, alors, on a fait ça pendant 3 mois et elle m'a aussi expliqué quelque chose qui m'a intéressé. Elle m'a dit, c'est comme si pendant 35 ans, vous aviez marché sur le même chemin. Et puis quand on marche dans un champ, enfin, là où il y a de l'herbe, si on marche pendant 35 ans dans le même chemin, au final, il y a une ornière, il y a un chemin profond. Et elle m'a expliqué qu'il fallait apprendre petit à petit à marcher sur un autre chemin et à habituer mon corps
habituer mon élocution, habituer mes pensées à marcher sur un autre chemin. Et ça m'a aidé. Mais j'ai fait ça pendant 3 mois. Après, il y avait le bébé qui est arrivé, j'ai dû arrêter. Et pendant 3 ans, je ne suis plus allé chez cet orthophoniste. Et puis après 3 ans, j'avais tout perdu. Tous mes efforts, tout ce que j'avais gagné, c'était revenu exactement comme avant. Et puis, je suis retourné vers cet orthophoniste. Et puis là, j'avais compris que le bégaiement n'était pas j'avais compris que c'était pas en fait un ennemi à abattre au plus vite. C'était pas un ennemi. Alors qu'au début, je croyais que c'était mon ennemi. Et là, j'avais compris que le bégaiement n'est pas mon ennemi. Et ça, c'est beaucoup de choses. Parce que j'ai compris qu'on pouvait prendre le temps de travailler sur mon élocution et que ça, de toute façon, les choses se guérissent dans le temps. Il faut du temps. J'ai compris que. Et puis, il y a eu une interview avec des journalistes à propos du bégaiement. Et puis, on a parlé on a parlé avec les journalistes. Et puis, je leur expliquais que le bégaiement, en fait, n'avait pas pu m'empêcher d'avoir une vie professionnelle, n'avait pas pu m'empêcher d'avoir une vie sociale, une vie de famille. Euh, et, donc, le journaliste, il me dit, mais alors, si tu ne bégayais plus, qu'est-ce que ça changerait? Et j'étais obligé de dire, rien. Ça ne changerait rien parce que tout ce qui est important à ma vie, tout ce qui est essentiel à ma vie, je l'ai. Et de comprendre ça, moi, ça m'a calmé, ça m'a apaisé beaucoup. Et j'ai compris une chose à ce moment-là, super importante pour moi. Et ça a changé le reste de ma vie, je pense. C'est que le bégaiement ne me définit pas. Ne me définit pas. Et ça, c'est important pour moi parce que parfois, quand j'entends des personnes qui bégayent, et puis on parle du bégaiement, puis parfois elles peuvent dire que le bégaiement fait partie d'elles, que ça fait partie de leur identité. Alors, je respecte cet avis. Dans mon cas, je constate que non, ça ne fait pas partie de mon identité. J'ai compris qu'il y avait un espace plus profond, intime au fond de moi, qui n'avait jamais été atteint par ce bégaiement. Et de comprendre ça, wow, ça m'a bouleversé. Parce que j'ai compris que oui, le bégaiement fait partie de ma vie. Il n'y a pas de problème, c'est une évidence. Mais ce n'est pas un ennemi et ce n'est pas quelque chose qui me définit. Il y a beaucoup d'autres choses qui me définissent que le bégaiement. Et j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur toutes les autres choses qui me définissent et puis mettre le bégaiement à bonne distance pour mieux le travailler. Et donc, depuis, bien, ça a beaucoup évolué pour moi parce qu'en français, je bégaye presque plus du tout. Ça fait 1 année que je prends rendez-vous chez le coiffeur, moi tout seul. Avant, ce n'était pas possible. Ou ça fait 1 année que je réponds, je téléphone, je réponds au téléphone, je téléphone. Il n'y a pas de problème. Ça fait 1 année. Donc, c'est très récent. Mais vraiment, c'est le fait de comprendre que ça ne me définit pas. Waouh, ça, c'était une révélation. Ça, c'est un changement très, très intéressant, non? Parce que quel que je pense, c'est que beaucoup de fois, les gens qui bégayent focus beaucoup sur le bégaiement. Beaucoup de personnes qui bégayent pensent oh, je ne peux pas travailler parce que je bégaye. Je ne peux pas marier parce que je parle comme ça. Je ne Ouais. peux pas faire rien parce que je bégaye. Mais je crois que c'est la personne change de la perspective, Oui. non? Oui, Alors, je suis d'accord, ça bien sûr. va changer aussi la manière comme la personne regarde le bégaiement. Absolument. Moi, je pense vraiment que on doit apprendre à se connaître et on doit connaître les talents qu'on a en nous
quelle que soit notre manière de parler. On a plein de talents en nous. On a plein de très belles choses à l'intérieur de nous. Et c'est sur ces choses-là qu'on doit travailler et c'est ces choses-là qu'on doit montrer aux gens. Si nous, en tant que bègues, on focalise sur le bégaiement, les gens vont faire pareil avec nous. Mais si nous, on arrive à montrer notre cœur, on doit parler avec notre cœur, on doit montrer notre cœur. Et c'est ce cœur-là que les gens vont voir. Et le bégaiement ils s'en fichent du bégaiement, les gens, si vous parlez avec votre cœur. Il y a aucun problème. Parce que aujourd'hui, il y a peu de gens qui bégayent ou pas, hein, qui parlent avec leur cœur. Et quand on parle avec son cœur à quelqu'un, ça crée une connexion. Et la personne, elle vous écoute. Que vous bégayez ou pas, elle s'en fiche. Parce que là, elle a quelqu'un en face d'elle qui parle avec son cœur. Et c'est tellement rare que si nous, bègues, on ose parler avec notre cœur, on va devenir intéressant. Qu'on bégaye ou pas, on s'en fiche. En fait, on va briller. On va briller de quelque chose que les gens ne connaissent pas. Et ça va les intéresser. Et puis petit à petit, on va se dire, ah bah oui, on n'est pas défini par son élocution. On est défini par plein d'autres choses. Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai. Et ça, franchement, moi, ça a changé ma vie. Alors, j'ai eu besoin de l'accompagnement technique avec cette logopédiste. Et puis, par exemple, un petit détail. Quand je pensais que le bégaiement était mon ennemi, je pouvais pas rencontrer d'autres bègues. C'était pas possible parce que ça faisait miroir avec quelque chose dont j'avais honte. Et donc, je pouvais pas faire des séances de groupe ou être là avec vous, parler en Zoom c'était pas possible. Mais le fait que j'ai compris que le bégaiement n'est pas mon ennemi, et qu'il ne me définit pas, eh ben, j'ai pu à ce moment-là prendre part à des séances de groupe avec d'autres bègues. Je peux parler de ça parce que j'ai aucun problème avec le bégaiement. Parce que parfois je bégaye, parfois pas. Quand je bégaye, je m'en fiche. Alors, à présent, c'est devenu beaucoup plus facile pour en parler, pour aussi s'encourager avec d'autres. Et puis la semaine dernière, j'ai fait une séance de groupe avec la logopédiste. Là, c'était super. Et puis justement, ça m'aide à avoir envie de prendre du temps avec vous et puis à faire partie de votre réseau social. C'est génial, bravo. Mais c'est à partir du moment où j'ai compris que c'était pas mon ennemi, ça me définit pas, c'est pas, voilà, ça m'accompagne, oui, ça fait partie de ma vie. C'est comme un habit, c'est comme une casquette, c'est comme des lunettes au soleil, voilà. C'est pas le focus de votre vie, c'est ça. C'est ça, c'est Ouais. ça, c'est ça, exactement. Et ça, vraiment, ça a changé ma vie. Comment avez-vous géré les défis de bégaiement pour réussir sur le plan professionnel? Alors, j'ai longtemps bégayé vraiment beaucoup, y compris quand j'étais entrepreneur. Donc, comment j'ai géré ça? Parfois pas bien, parfois j'ai eu très peur, parfois c'était compliqué, mais à chaque fois j'ai essayé de ne pas écouter ma peur et d'y aller quand même. Après ça, c'était par rapport au tout début que j'étais entrepreneur et que je devais parler devant des gens. Là, c'était compliqué. Mais je me suis forcé, j'y suis allé, ça s'est plus ou moins bien passé. Mais quand il s'agit de prendre des risques pour lancer des nouveaux projets, je pense que d'une manière générale, je suis conscient que la peur existe, mais il ne faut pas l'écouter. Il faut la regarder en face et puis il faut y aller quand même. Donc ça, par rapport à l'élocution, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. J'ai parfois essayé de me dire, si je ne par exemple, si j'avais un défi, un projet, quelqu'un à contacter et que j'avais peur à cause de mon bégaiement, je me suis parfois posé la question, si je ne bégayais pas, est-ce que je le ferais? Est-ce que j'irais? Et à chaque fois, je me disais, oui, bien sûr, alors j'y vais.
Et puis, on verra comment je m'en sortirai. On verra. Mais je prends le risque et je fonce. Donc ça, oui. Après, je pense que on n'est pas tous entrepreneurs, on n'est pas tous appelés à créer des entreprises. Euh, donc, dans une vision un peu plus générale, moi, je pense qu'effectivement, ça rejoint la réponse un petit peu avant. Au sein d'une entreprise, dans le monde professionnel, je pense que la meilleure manière de gérer le bégaiement, c'est de le mettre à sa juste place. Oui, ça existe. Oui, j'ai parfois des problèmes d'élocution. D'accord. Mais il y a plein d'autres choses qui comptent bien plus, qui sont bien plus importantes que ça. Il ne faut pas nier le bégaiement. Oui, ça existe. Il y a aucun doute. Ça contraint, ça embête et tout le soin de soin. Mais il n'empêche que la vie qu'on a à l'intérieur de nous est plus forte que le bégaiement. Alors, il faut le mettre à sa juste place. Il faut le mettre un peu à distance. Et je pense que c'est la bonne manière de faire dans le milieu professionnel. Et vraiment, dans un cadre professionnel, avec des cadres autour de nous, avec des responsables, avec des chefs, il faut leur montrer qui on est à l'intérieur. Qui on est à l'intérieur. C'est ça. Il faut qu'ils voient les trésors qu'on a à l'intérieur. Et pour qu'ils le sachent, il faut oser les montrer. Il faut oser s'exposer. Il faut se mettre à nu, entre guillemets. Il faut s'exposer. Il faut prendre des risques. Il y a que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et puis, ça m'a toujours rendu service. Dans votre expérience, quels ont été les éléments clés qui vous ont permis de ne pas renoncer à vos rêves de carrière et de le réaliser? C'est une bonne question. Je pense que le point numéro 1, c'est connaître ses forces et ses faiblesses. Il faut se connaître. Qu'on soit entrepreneur ou employé, ça, de toute façon, ça reste vrai. Il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Après, moi, en tant qu'entrepreneur, ben, j'ai fait des erreurs. Je me suis trompé des fois et j'ai vu que j'avais fait des erreurs. Donc, j'ai reconnu mes erreurs et ça m'a appris à voir, à comprendre quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses. Donc, ça, c'est important, se connaître. La deuxième chose, on va dire, en tout cas dans mon cas, être très bien entouré. Il faut avoir, on ne peut pas être seul, on ne peut pas créer de grandes choses, de belles choses seul. C'est pas vrai. On a besoin les uns des autres. On est plus forts les uns avec les autres. C'est pour ça que votre réseau social est très bien. On a besoin les uns des autres. Être bien entouré avec des gens en qui on a entièrement confiance. Et ça, c'est super important. C'est un cadeau, c'est un privilège. Et c'est pas facile toujours de trouver les bonnes personnes. Mais dans mon cas, j'ai trouvé les bonnes personnes. Et être bien entouré avec des compétences complémentaires. Ça, pour moi, c'est hyper important. Troisième point, on va dire, encore une fois, comme je disais avant, ne pas forcément laisser le bégaiement donner le ton. Ce n'est pas l'élocution qui décide. C'est notre cœur qui décide, c'est nos rêves qui décident. On est redevable à nos rêves, on n'est pas redevable au bégaiement. Ça, c'est très juste. On ne doit rien au bégaiement. On ne lui doit rien. Par contre, on doit beaucoup à nos rêves. On leur doit de se consacrer entièrement à nos rêves. On leur doit ça. Mais au bégaiement, on ne doit rien du tout. Donc ça, pour moi, c'est important. Quatrième chose, et ça, c'est pas facile à expliquer, mais il faut cultiver l'insouciance. Il faut cultiver la légèreté. Il faut cultiver le cœur d'enfant. On est tous un enfant à l'intérieur. Et dans l'entrepreneuriat, si on n'a plus d'insouciance, il ne se passe rien. Si on n'a plus de rêves complètement fous, il ne se passe rien. Si on n'a plus de légèreté, il ne se passe rien. Mais c'est vrai pour chacun parce qu'on est tous entrepreneurs de sa propre vie. En plus, il y en a certains, ils ont une entreprise, mais déjà, on est entrepreneur de sa propre vie. Et pour notre propre vie, on a besoin d'insouciance, on a besoin de légèreté.
Et la période actuelle, avec le Covid, avec plein de choses, avec la vie en général, c'est pas facile de cultiver l'insouciance, de cultiver la légèreté. En fait, moi, j'ai un enfant, il a 8 ans, il vit à 100%, il vit à 100 à l'heure. Il ne se pose pas 1000 questions, il y va. Eh ben, en étant adulte, à mon avis, on doit travailler un peu ce muscle-là. C'est comme un muscle, ça se travaille. C'est comme la créativité, ça se travaille. Eh bien, l'insouciance, ça se travaille. Et je le dis pour moi en premier, hein, parce que ce n'est pas toujours facile. Mais je pense que c'est important. Et puis, d'une manière générale, du courage, de l'insouciance, et puis savoir accepter l'erreur, accepter qu'on fera des erreurs, accepter que ça ne se passera pas toujours bien, avoir de la compassion envers soi-même, être compatissant envers soi-même, accepter que quand on fait une erreur, ok, quand on a bégayé beaucoup, ok, c'est pas grave, être compatissant envers soi-même, ça c'est important aussi. Ce sont des bons conseils. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et la dernière question, mais c'est similaire à la question avant, c'est quel conseil donneriez-vous aux personnes qui bégayent dans le monde professionnel? Effectivement, je pense que je vais répéter des choses que j'ai déjà dit avant, mais osez leur montrer qui vous êtes à l'intérieur. Ils s'en foutent de votre élocution. Ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est votre cœur, c'est vos capacités, c'est votre intelligence, c'est vos idées. Si vous n'arrivez pas à exprimer vos idées par écrit, par oral, écrivez-les, dessinez-les, chantez-les. Je m'en fous. Exprimez. Trouvons le moyen de leur montrer qui on est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a à dire? Quelles sont les idées qu'on peut avoir? Quelle est notre spécificité? Et ça, les gens, ils vont y être sensibles. C'est obligatoire. Ou bien vous êtes dans une entreprise où les gens sont des cons, et puis vous feriez peut-être bien de changer d'entreprise. Mais si en face de vous, vous avez des gens intelligents, montrez votre cœur. Il faut oser se mettre à nu, et ça va faire une différence. Parce que peu de gens osent se mettre à nu. Et je pense que nous, qui bégayons, c'est aussi souvent parce qu'on a une sensibilité spéciale. On est souvent très sensible. On perçoit des choses que d'autres ne perçoivent pas. Et ça, c'est un trésor, c'est une richesse, c'est une particularité. Et on doit pouvoir le valoriser au sein d'une entreprise. Et je pense que nous, on a un trésor que d'autres personnes qui ne bégayent pas n'ont pas. Alors, il faut le valoriser, il faut oser le mettre en avant. Mais pour ça, il faut oser être soi-même, être soi-même. Tout simplement. Ce que nous sommes à l'intérieur suffit pour être quelqu'un de bien. Donc, il n'y a pas besoin de faire plein de choses spéciales. Juste, soyons. Ouais, faut qu'on soit nous-mêmes et oser exposer les trésors qu'on a à l'intérieur. Et ça va faire une différence. Et moi, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Soyez authentique, soyez vous-même, être persuadé que vous êtes quelqu'un de bien, vous avez plein de belles choses à l'intérieur. Le bégaiement, on s'en fout un peu. C'est pas très important. Merci beaucoup, Philippe, pour ces bons conseils. C'est très important pour avoir confiance en soi. J'ai conscience que mon élocution va beaucoup mieux. Donc, c'est facile pour moi de parler comme ça. Mais je sais ce que c'est que de bégayer beaucoup, d'être complètement bloqué, le visage qui fait des grimaces. J'ai vécu ça longtemps. Donc, mais je sais que maintenant, c'est facile de dire ayez confiance, blablabla, blablabla, c'est facile. C'est facile pour moi maintenant. Mais ça reste vrai. Et je sais qu'il n'y a pas de formule magique. Je ne peux pas dire à quelqu'un fais ça, fais ça, fais ça, puis tu vas voir, tu vas plus bégayer, ta vie professionnelle, ça sera génial. Non, chaque personne, chaque individu est responsable de sa propre vie et de l'évolution qu'il va avoir par rapport à son élocution, par rapport à sa vie professionnelle. À chaque fois, c'est des histoires qui sont différentes.
je sais que mon histoire n'est pas la même que celle de quelqu'un d'autre. Donc, ma seule chose que je peux faire, c'est de raconter comment moi j'ai vécu les choses. Mais c'est des conseils, d'accord, mais c'est pas des formules magiques. C'est pas une recette de cuisine. Il n'y a pas de recette de cuisine pour personne. Si quelqu'un qui bégaye cherche une recette de cuisine pour être heureux et ne plus bégayer, ça va être compliqué pour lui parce qu'il n'y a pas de recette. C'est à lui de continuer son chemin en trouvant des solutions, en étant accompagné par d'autres. Parce que oui, tout ce que vous faites avec des logopédistes, avec d'autres gens qui ont pris un peu d'avance, on peut être encouragé, on peut avoir des informations qui peuvent nous aider. Mais il n'en demeure pas moins que chaque parcours est personnel et que c'est en fait, je pense qu'on a un défi commun, tous ceux qui bégayent, on a le même défi, c'est d'être réconcilié avec soi-même. Ouais. Ça m'émeut un peu, vous voyez, parce que en fait, c'est ça le vrai défi. De bégayer ou pas, à la limite, on s'en fout, mais d'avoir honte de qui on est, avoir honte de soi, ça c'est difficile. Ça fait souffrir. Ça fait plus souffrir que de bégayer, d'avoir honte de qui on est. Et donc, le défi pour chacun, il est là. Il est d'une manière ou d'une autre, de se réconcilier avec soi-même. Et l'élocution va suivre. Parce que c'est une conséquence, c'est un fruit. Et le fait d'être réconcilié avec soi-même, c'est une responsabilité individuelle. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui puisse vous réconcilier avec vous-même. Personne, aucun thérapeute. C'est à vous de vous réconcilier avec vous-même. Et personne ne peut le faire à notre place. C'est pour ça que le chemin, il est personnel. J'ai aimé tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Merci beaucoup. Thank you again. It was really, really nice to talk to you, to get to know you. Thank you for all your good, how can I say, advice, des bons conseils. Merci. The pleasure was for me too. It's not just a sentence. That's true. I like during many years, pendant des années, le bégaiement m'a empêché de rencontrer des nouvelles personnes. Et là, je suis trop content, j'adore quand je rencontre quelqu'un, et puis on parle, on se comprend. Enfin, les bègues, on a une histoire commune. On va se comprendre très rapidement parce qu'on a un vécu qui est commun, parce qu'on a vécu un certain nombre de choses qui nous rassemblent. Donc moi, je suis très heureux de te rencontrer. Je me réjouis de la suite et puis on verra. Merci. Allez, à bientôt. Philippe. À bientôt. Bye bye. Bye.